Je remercie Léa Maud d'organiser un peu cette rencontre hein, on est quand même à 10 ans des soulèvements de 2004, de 17 décembre 2010, 14 janvier 2011. Parce qu'il y a toujours un problème de datation de quand ça, est-ce qu'on part de la date de commencement ou de la date de la concrétisation, sachant que c'est un processus qui est toujours en cours pour moi et qui n'est toujours pas finalisé. On n'est pas dans le post-révolutionnaire, hein, comme beaucoup pensent. On est encore dans cette transition, on est encore dans ce processus, en tout cas en mouvement. Donc, alors, je vais aborder un peu les 3 années de la Constituante plus particulièrement parce que je ne peux pas parler de tout. Et déjà, il y a beaucoup de choses à dire à propos de ces 3 années qui ont planté un peu le décor de ce qui se trame et en même temps dont on continue à parler jusque-là parce que cette Constitution fait l'objet d'un débat depuis 5-6 ans sur est-ce qu'il faut l'amender, la refaire d'autres aspects. Aujourd'hui, certains parlent même de faire une 3e constituante. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est encore, en tout cas, en discussion aujourd'hui. Si ce qui me semble important pour moi, c'est de poser un peu aussi le décor et le contexte de comment ça s'est produit. Je ne vais pas revenir sur le soulèvement, sur Sidi Bouzid, sur Bouazizi. Ça, c'est des éléments que vous connaissez. Si vous avez besoin d'éclairage, je pense que je peux y répondre plus tard, mais je vais commencer à partir de qu'est-ce qui s'est passé après le 14 janvier, après le départ de Ben Ali et l'organisation des élections. Donc, je vais axer essentiellement sur la période de la constituante elle-même et non pas analyser l'ensemble, hein, parce que c'est vraiment beaucoup trop large autrement. Donc, le choix a été fait d'aller vers une constituante, des élections ont été organisées, mais au préalable, il y a eu déjà un début d'incident et en même temps des débuts de confrontation par rapport à une vision islamiste et l'islamisme qui ont émergé dans l'espace public. Et ça a commencé quasiment avec la première manifestation des femmes le 29 janvier 2011, où elles ont eu droit à de la provocation, où il y a eu déjà un début Il y a eu aussi la sortie d'un film qui a provoqué pas mal de remous et de la confrontation également. Et on a commencé à avoir émergé tout un discours d'instrumentalisation de l'identité religieuse, de la religion, parce que c'est de la religion dans l'espace public. Et les islamistes ont commencé à se positionner dans le cadre de la préparation des élections. Ça, c'est sur le fond. Donc, les élections ont eu lieu le 23 octobre. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il y a eu une victoire assez importante des islamistes lors de ces élections-là, puisqu'ils ont récupéré à peu près 89 sièges sur 217 sièges. Donc, on est quand même à plus du tiers et on est en même temps même pas un tiers de progressistes dans cette assemblée, parce qu'il y a eu beaucoup d'inconnus, beaucoup d'indépendants, d'une liste populiste qui avait gagné aussi, mais également 2 listes qu'on pensait, avec lesquelles on pensait pouvoir former un front et qui ont rallié le clan islamiste, à savoir le parti de celui qui a occupé le poste de présidence de l'époque, Marzouki, et également celui qui a occupé le poste de la présidence de l'ANC, Mustafa Ben Jafar, donc Takatul et le CPR. Sachant que à la veille des élections, certains s'acheminaient vers la composition d'un gouvernement politique, mais d'autres étaient sur une autre vision. C'est-à-dire, la question a été posée, est-ce qu'on part sur un gouvernement de transition juste le temps d'élaborer le texte constitutionnel? Il y a eu même un accord sur faire durer la période 1 année, de manière à partir sur 1 année faire la Constitution et par la suite basculer sur
sur un gouvernement issu des élections et issu de… donc, il y a eu dès le départ quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'on ne s'est pas du tout engagé sur ce qui a été, en tout cas, y compris les islamistes se sont engagés sur cette période de 1 an, mais ce n'est pas ce qui a eu lieu. Tout de suite, à l'ouverture même de l'ANC, on s'est rendu compte que les islamistes, le CPR et le Takatel, étaient partis sur une durée de 3 années et qu'ils allaient constituer un gouvernement politique, ce qui donnait à l'Assemblée constituante lui donnait d'autres vocations. Ce n'était plus uniquement l'écriture de la Constitution, mais c'est devenu une assemblée qui avait les trois compétences, à savoir constitutionnelle, législative, mais également le contrôle du gouvernement. Et donc, ça a eu un impact sur l'ensemble de la période et ça a eu un impact sur toute la durée et en même temps sur la conduite de la transition elle-même. Puisqu'on était plus sur on était aussi sur des enjeux politiques qui ont émergé et qui sont devenus au centre ce n'était plus seulement la Constitution. Donc ça a donné ce qu'on appelait le gouvernement de la Troïka, donc c'est le terme qui a été utilisé dès le départ pour désigner cette alliance. Donc alliance entre partis sociodémocrate qui est Takatol, le CPR que je ne saurais pas qualifier, mais qui est pour moi, qui n'était pas vraiment quand on voit l'échantillon, en tout cas les élus qui ont émergé et qui composaient ce parti. Dans mon livre d'ailleurs, quand j'essaye de les définir, j'arrive pas à leur trouver un point commun parce qu'on avait aussi bien des nationalistes arabes que des sociodémocrates, que des gens qui… On avait un peu une espèce de mosaïque où il n'y avait pas vraiment un fil, il n'y avait pas… Peut-être ce qui les réunissait, on aurait pensé aux droits de l'homme, étant donné que Mazour était issu de cette mouvance, mais en fait, dans les élus qui étaient présents, c'était même pas le cas. Donc, il y avait de tout. Il y avait des gens qui étaient extrêmement proches des islamistes dans leur discours et dans leur position, très conservateurs, et d'autres qui étaient beaucoup plus proches de nous, la gauche. Donc, il y avait une espèce de panel assez diversifié. Et ça va compter par la suite parce que ça a eu une influence aussi sur le vote de la Constitution et sur la conduite des débats, parce que certains membres de ce parti étaient avec nous alliés, puisqu'ils avaient la même vision sociétale, alors que d'autres ne l'étaient pas. Donc, on n'a jamais pu les considérer comme un groupe homogène avec lesquels on pouvait composer. Donc, je le précise, mais ça a été la même chose pour Takatel, hein, parce que Takatel aussi n'a pas voté, n'a pas, en tout cas, mené les débats dans les commissions de la même manière, de manière uniforme, où on avait l'impression qu'ils étaient tous sur la même longueur d'onde. De temps en temps, il y avait quand même des divergences sur un certain nombre d'aspects. Le contexte du démarrage des travaux de cette Assemblée constituante, c'est le conflit libyen. C'est aussi une montée des violences en Tunisie, où il y a commencé à y avoir un début de confrontation dans les universités entre des mouvances salafistes, islamistes, et soit des universités au travers d'enseignants ou autres. L'université de Manoba a été, par exemple, occupée par un groupe salafiste qui remettait en cause la mixité, ou qui voulait absolument imposer des étudiantes en niqab dans les cours. Donc, il y a eu également des occupations, il y a eu des prédicateurs qui sont apparus venant d'Égypte et des Émirats arabes unis, il me semble, pour majorité. Il y a eu, je vais très vite pour décrire un peu l'ambiance globale. Entre 2011 et 2012, il y a eu plus d'1 million de Libyens présents sur le territoire, fuyant la guerre et les conflits, donc avec toutes les conséquences que ça a sur la société. Il y a eu également pendant cette période, et avec la prise de pouvoir de la Troïka, une reprise des mouvements sociaux et des grèves à partir de 2012.
et en même temps un début de répression de la part du gouvernement qui était à l'œuvre à ce moment-là. Donc, j'aborderai certains de ces éléments par la suite parce qu'elles ont eu des incidences sur le processus constitutionnel lui-même. Donc, voilà un peu l'arrière-plan, mais très rapidement, sachant que par la suite, 2012-2013, il y a eu une cascade de violences sur lesquelles je m'arrêterai plus tard. Donc, sur le démarrage de la constituante, dès la première semaine, il a fallu commencer par mettre en place quelque chose qui organise, comme la constitution de 59 a été suspendue, donc elle n'était plus à l'œuvre. Donc, il a fallu organiser les pouvoirs pendant la durée de la transition et en attente. Donc, c'est une petite constituante qui a été réalisée, mais également mettre en place un règlement intérieur par rapport à l'Assemblée constituante elle-même, quant à son fonctionnement, ses prérogatives, quant à son rapport avec le gouvernement, avec donc sa mission de contrôle, sa mission par rapport à la législation. Donc, il a fallu organiser tout cela. Étant minoritaire, pour nous, il fallait commencer d'emblée à réfléchir sur quelque chose qui nous permette de gagner de la majorité. Parce qu'en fait, les islamistes étaient majoritaires à l'Assemblée, mais ils n'étaient pas majoritaires dans la société. Et on en était conscient. Et sachant que la société tunisienne était dans l'attente et allait suivre ce processus, donc il fallait l'impliquer, il fallait trouver des mécanismes pour pouvoir aller vers l'amener, en tout cas, à être partie prenante de ce processus. Et il y avait également une volonté de faire participer tous les Tunisiens à ce processus de la Constitution. Donc, la première des batailles, ça a été la bataille autour de la transparence et la transmission. Et quasiment à quelques jours du démarrage de ce processus, le premier malentendu s'est installé autour de cela. Nahda ne voulait absolument pas, Nahda c'est le parti islamiste, ne voulait absolument pas au travers de transmission systématique et directe, ne voulait pas que des journalistes assistent aux commissions, que les PV des commissions sortent. Donc, il a fallu mener une vraie bataille. Et là, la bataille s'est organisée avec la société civile. Ce n'est pas au niveau de l'Assemblée seule que les choses se sont faites. Et il y a eu la première opération, d'ailleurs, au mois de décembre, lors du vote du règlement intérieur, où on avait proposé et constitué une proposition qui regroupait 5 revendications qui ont été travaillées avec un collectif qui était constitué de Tunisiens qui étaient présents en France et en Tunisie d'ailleurs, des Tunisiens qui étaient des deux rives qui s'appelait OpenGov. Et avec ce groupe, on a commencé à élaborer des amendements et à essayer de vouloir les introduire dans le règlement intérieur. Et jusqu'au dernier moment, il y avait de la résistance. Ils ont accepté de passer un certain nombre d'articles, mais pas la totalité, dans la commission. Et donc, la bataille, il fallait la mener lors de la plénière, lors du vote du règlement intérieur. Et j'insiste là-dessus parce que cette transparence, c'est ce qui a sauvé le processus quelque part, à mon sens. C'est ce qui a permis aussi d'impliquer tous les Tunisiens dans ce processus. Donc, lors de la séance plénière, on était un certain nombre d'élus qui étaient convaincus de la nécessité. On était 17, je crois, à avoir adhéré au réseau au départ, à avoir brandi des pancartes sur lesquelles il y avait écrit « Hel », c'est-à-dire « ouvre ». Et les mêmes pancartes noires. Et il y avait un groupe Facebook qui était constitué, qui avait commencé déjà à travailler là-dessus. Et il y avait déjà un premier sitting ou une première occupation de la place du Bardo qui était à côté de l'Assemblée nationale. Donc, ça a été le Bardo 1, le sitting Bardo 1 a commencé. Donc, on est à peine à une semaine ou deux et on est déjà
dans l'occupation de l'espace et autour de l'Assemblée, où les gens étaient là à veiller, à vouloir faire passer. Alors, pourquoi cette bataille de la transparence a été majeure également? Je me souviens que dans la commission, il y avait un élu qui tweetait pour donner des alertes. Et on était par la suite 3 à tweeter en permanence. Dès qu'on avait un problème, ben, on envoyait un tweet où on bien contactait pour alerter, pour dire là on est en difficulté, là il y a un problème. Et ce qui a sauvé aussi ce processus quelque part, maintenant avec le recul, je m'aperçois que ça a été extrêmement puissant comme allié et outil. Lors de la plénière du vote, quand on n'a pas abordé, posé sur la table les amendements et présenté les amendements pour introduire de la transparence obligatoirement, c'est-à-dire qu'elles soient inscrites dans le règlement intérieur pour que les transmissions soient en direct et qu'elles soient permanentes et que les commissions soient ouvertes, on a compté un peu sur le côté électoraliste séducteur de Nava et de tous les populistes qui étaient contre, parce que devant la caméra, ils n'ont pas osé dire non. Et ils ont voté favorablement. Ils se sont retrouvés acculés devant la caméra, parce que autrement, ça voulait dire qu'ils voulaient faire les choses à huis clos, cachés des Tunisiens, donc ils avaient des choses à cacher. Donc, quelque part, ils se sont retrouvés piégés par la séance étant transmise, les premières séances étaient toutes transmises, la séance étant transmise, donc ils allaient se retrouver piégés en disant non. Donc sur les plénières, ils n'étaient pas très réticents, mais sur les commissions, ils étaient extrêmement réticents. Et les commissions étaient extrêmement importantes parce que c'est ce qui permet d'évaluer les avancées dans les travaux, c'est ce qui permet d'impliquer dans la réflexion sur la Constitution. Que les journalistes soient présents, que les associations puissent assister, écouter, observer, c'est aussi une manière de les impliquer dans le débat entre le dedans et dehors, si vous voulez, avec ce mouvement de va-et-vient. Et ça, donc, cette première bataille de gagner a ouvert et a inauguré d'autres manières de faire. C'est-à-dire la Constitution n'était plus l'affaire de l'Assemblée constituante, mais elle était l'affaire de tous. La Constitution n'était plus un problème de vote avec une majorité et une minorité, mais la majorité extérieure pouvait peser sur le processus. L'opinion pouvait influencer. La société civile, les associations, les acteurs, les Tunisiens, en regardant chez eux et en s'impliquant par la suite, en participant à des manifestants et autres, étaient impliqués. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement puissant et fort, et en même temps quelque chose qui était en notre faveur, quelque part. C'est ce qui nous a redonné un peu comment dire, de souffle. On n'était plus dans l'abattement en train de se dire on n'est que 73 personnes à ne pas être dans cette alliance, et donc à ne pas avoir, et en plus on n'a aucune majorité pour faire passer quoi que ce soit. On n'était plus dans ça. Parce que les premières semaines nous ont permis de nous compter, nous ont permis de voir qui était qui, nous ont permis de voir quelles étaient les latitudes dont on disposait. Et on n'en disposait pas de beaucoup, on était à peine un tiers. Donc, c'était extrêmement important de pouvoir compter sur la société civile, de pouvoir compter sur les Tunisiens et leur implication pour pouvoir avancer ce processus. Et d'ailleurs, ce processus a eu quelque chose a ouvert d'autres portes par la suite, parce que pendant les 3 années qui ont eu lieu, il y a eu une consultation qui a couvert tout le territoire tunisien. Dans toutes les régions, il y a eu des réunions d'organisées pour discuter de la Constitution avec la population. Il y a eu, y compris avec la diaspora, il y a eu des réunions d'organiser, pas loin de 18 réunions, je crois, entre l'Italie et la France, où il y a le plus de Tunisiens à l'extérieur. Il y a eu des auditions de centaines et de centaines d'associations, d'experts dans les commissions constitutionnelles elles-mêmes. Il y a eu des portes ouvertes où plus de 300 associations ont été reçues à l'Assemblée et ont pu donner avis, discuter avec les différentes commissions, proposer des amendements. Tout ça a été pris en compte, tout ça a été aussi pesé
certains articles n'auraient jamais pu émerger dans le texte s'ils n'ont pas été portés massivement par cette société civile et par les Tunisiens qui sont impliqués dans ce processus. Et à titre anecdotique, moi je me souviens, je partais à l'Assemblée, je prenais un taxi tous les jours pour y aller et rentrer, puis le soir, comme on finissait à des heures pas possibles, donc souvent c'était le même qui revenait me chercher. Et la discussion, pour moi, elle se terminait pas à l'Assemblée, elle continuait parce que les taxistes qui écoutaient et qui suivaient ce qui se passait à l'Assemblée tous les jours, ils connaissaient les numéros d'articles et ils étaient là. Alors, vous en êtes où par rapport à cet article? Vous avez réussi à faire passer votre... alors, il faut se mobiliser, appeler les gens demain à descendre dans la rue ou pas. Eux-mêmes, ils étaient complètement dans une forme d'effervescence à suivre ce processus. Jusqu'en 2012-2013, il y avait de l'attractivité. C'est entre 2013 qu'il a commencé à avoir de la lassitude et les gens commençaient à trouver les choses longues. Et il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés entre-temps. J'y reviendrai tout à l'heure. Que les choses ont un tout petit peu dévié, si je puis dire. Donc, ça, je me suis un peu... j'ai abordé cette question de manière un peu peut-être longue, mais qui, pour moi, a été déterminante et fondamentale. Cette participation massive de l'ensemble du pays a permis aussi qu'il y ait une forme d'appropriation d'un certain nombre du contenu. Et j'observe aujourd'hui la scène tunisienne, 10 ans après, 8 ans après plutôt, et je m'aperçois que les meetings et les sittings qui se font dans les régions, dans les coins les plus reculés, souvent les gens citent un article de la Constitution pour dire la Constitution a dit le droit à l'eau. Elle a parlé du droit à l'eau et moi j'ai pas d'eau. La Constitution a parlé du droit au travail et moi j'ai pas de travail. La Constitution, donc c'est devenu quelque chose dans le référentiel aussi. Hein. Parce qu'il y avait eu ce processus d'implication et donc ça a un impact. Et il est palpable, il est audible, on le voit, souvent c'est des articles qui sortent comme ça où les gens les connaissent. Quand ça les préoccupe, en tout cas, ils cherchent réponse dans ce texte parce qu'à un moment ou à un autre, ils ont été confrontés à de la discussion autour de ces articles-là. Donc, si vous voulez, la période a été marquée, c'est-à-dire le début du débat a été marqué par des enjeux qui ont été majeurs et qui ont émergé avant même le démarrage de la Constitution que j'avais dit tout à l'heure, à savoir la question de la religion, de la place de la religion dans cette Constitution. Donc, quelle vision sociétale, quelle société? Est-ce que l'État est religieux, en fait? Et est-ce que les lois vont être d'inspiration religieuse ou pas? Et ce débat a été très rapidement, puisqu'en janvier 2012, on avait commencé les travaux en commission, mi-janvier 2012. Les commissions avaient démarré et déjà il était sur la table. Il était dans un certain nombre d'exemplaires qui étaient présentés. C'est-à-dire que d'ailleurs, le débat qui a eu lieu, est-ce qu'on part d'une page blanche ou est-ce qu'on part d'un texte, il y avait une quinzaine de textes qui circulaient. Donc, lequel choisir et pourquoi prioriser un texte et pas les autres? Et donc, le démarrage de la page blanche a été aussi dicté par une forme de distanciation par rapport à ces propositions qui étaient déjà élaborées, sachant que quand vous partez d'un texte qui est déjà écrit, vous êtes à l'organiser, vous n'êtes pas à l'effacer pour recommencer. Donc, n'importe quel texte de démarrage aurait influencé, puisque on aurait eu la base du débat qui aurait été fixée. Et donc, le fait d'évacuer tout texte et de dire non, on part d'une page blanche, ça a permis de mettre à plat. Mais dans les textes qui étaient proposés, deux circulaient, dont un qui émergeait des mouvances islamistes et qui était, soi-disant, a été élaboré dans un processus consultatif et écrit collectivement, participatif et autres, et où il y avait la notion de la charia qui était proposée bien sûr comme source de droit, et il y avait la question de l'État religieux, de l'État islamique.
Et un deuxième exemplaire aussi qui était proposé, celui de la Arida Shabia, la pétition populaire, qui était un parti qui était représenté à l'Assemblée par plus de 15 élus et qui avait également comme source de droit, lui, il va encore plus loin, c'est le Coran et la Sharia, et la Sunna. Il ne parle pas de Sharia, il parle de Sunna. Donc, et dès le départ, sur les deux premières commissions qui avaient en charge le préambule et les droits et libertés, mais également la commission où j'étais, qui était en charge des instances constitutionnelles, ont émergé les mots islam, sharia, religion, et les débats ont commencé. Alors, comme source de droit, ça a été proposé. Ça a été proposé également comme étant la religion de l'État, comme étant un État religieux. Ça a été également proposé dans le cadre d'une instance constitutionnelle qui est le Conseil supérieur de l'islam, qui aurait donc vocation à dire qu'est l'islam et former les imams. Et en même temps, c'est une structure indépendante et qui pouvait donc, un peu reprendre des missions du droit sharique, hein, si vous voulez, qui a été annulé en Tunisie. Les tribunaux shariques ont été abolis en 57, donc en 56 ou 57, donc on repartait un peu sur quelque chose qui s'en rapprochait. Donc, première alerte là-dessus. Il y a eu également un autre thème qui a commencé à émerger dès la première semaine quasiment, c'est celui de la place des femmes, c'est celui de la question de l'égalité. Donc, vous voyez, islam, femme, c'est le couple infernal ressort. Parce que la question de la sharia, on ne parle pas de mettre les banques au régime islamique, ni de mettre le code de navigation au régime islamique. Hein. On parle exclusivement de la sphère privée, en fait, et des femmes, hein, et de la famille. Hein. Donc, c'est là-dessus que ça revient. C'est pour ça que je fais le lien. C'est toujours le couple. Il y a également quelque chose qui a commencé à émerger autour d'un certain nombre de libertés individuelles, et je me souviens que le débat français a émergé. Le débat qui avait lieu en France à ce moment-là a émergé dans les commissions constitutionnelles, notamment autour du mariage pour tous. Donc la question de l'homosexualité, du mariage gay, et on nous a reproché de vouloir mettre en place quelque chose qui avait lien avec les droits des homosexuels, et qu'on voulait ouvrir la voie vers le mariage gay. Donc déjà, il y avait une confusion entre deux débats, un débat qui a lieu dans notre territoire, un autre pays, qui émerge dans les commissions, et c'était assez étonnant, assez folklorique, parce qu'il y a des moments où on ne pouvait même plus, dès qu'on prononçait le terme famille, je me souviens, par exemple, je vous raconte à titre anecdotique. J'ai assisté à la commission, j'en faisais pas partie, mais j'étais assistée ce jour-là, j'étais pas de commission. Je suis arrivée à la commission qui travaillait sur les articles, sur les droits et libertés, et ils étaient sur la rédaction de l'article sur la famille. Alors, les islamistes voulaient absolument mettre la famille est composée d'un homme et d'une femme. Et c'était assez hallucinant, parce qu'on ne peut pas réduire la famille à un homme et une femme. Un veuf avec ses enfants, c'est une famille. Une femme divorcée avec ses enfants, c'est une famille. La composante famille ne peut pas se réduire uniquement à un... Et à chaque fois qu'on essaie d'argumenter et de leur dire « mais attendez, on ne peut pas fermer comme ça et présenter les choses de cet ordre-là, ça n'a pas de sens ». L'argument qui ressortait, c'est qu'on voulait absolument ouvrir la voie vers le mariage gay. Ils étaient exclusivement là-dessus, mais braqués là-dessus, dans une incapacité à entendre autre chose. Ils voulaient même aller plus loin. Ils voulaient que l'État prenne en charge les personnes qui ne pouvaient pas se marier toutes seules.
il voulait que l'État soit responsable et qu'il ne laisse personne célibataire, quoi, en fait. Donc, une espèce de confusion globale comme ça c'est juste bon, une parenthèse, et sur la nature des débats par moment. Par exemple, quand on a abordé l'article sur la question du droit à la vie est sacrée, tout de suite a émergé le débat sur la question de l'avortement. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui ont été débattues et qui n'étaient pas du tout prévues à la base et qui n'avaient pas forcément un lien. Quand on pense à la sacralité de la vie, on pense à la peine de mort. Et là, eux, ils ont pensé plutôt sur… et donc, la nature des amendements qu'on a proposés par la suite tenaient compte, on est devenu paranoïa parce qu'il y avait un détournement d'un certain nombre de choses dans les conceptions ou les explications, les interprétations des uns et des autres, ça paraissait simple, mais en fait, lu par des islamistes, parfois elle prenait une autre coloration, une autre connotation, et qui était très loin des sens communs qui étaient accordés en droit, en tout cas à un certain nombre de concepts et de termes. Et ça a instauré une forme de paranoïa en nous. J'avoue que vers la fin, moi, on réfléchissait les virgules et les mots avec toujours une espèce de crainte. Comment ça peut être détourné, comment ça peut être réinterprété, comment ça peut être recasé dans un autre cadre, comment ça pouvait… il ne fallait pas que ça nous échappe et on était un peu sous une forme comme ça de pression permanente. Donc, cette problématique de la question religieuse qui a émergé, elle a occupé beaucoup de place. Elle a occupé beaucoup de place et je me souviens que sur le mois de janvier, de mi-janvier jusqu'à fin février 2012, quasiment, c'était charia, pas charia, charia, pas charia, et c'était quasiment que autour de ça. Et il y a eu à ce moment-là une première mobilisation des femmes tunisiennes. Elles sont sorties dans la rue massivement le 8 mars. Il y a eu un début d'organisation, toute la société civile qui commençait à s'organiser aussi, et même les associations de femmes se sont organisées en coalition, de manière à riposter, si je puis dire, à la nature des débats qui étaient à l'œuvre. Et d'ailleurs, il y a eu des démonstrations de force de la société civile extrêmement parlantes. Je ne sais pas si je peux vous passer des visuels un peu pour vous donner à voir un peu les ambiances, pour un peu sentir un peu les choses. bien sûr, bien volontiers. Tu sais comment ça marche, Oui. évidemment. Alors, je vais aller plus vite là. Voilà, ça vous va là? Oui, très bien, on voit bien. Alors là, ça a été la première mobilisation à l'intérieur de l'Assemblée. Vous voyez les pancartes noires devant les pupitres. C'était la première opération sur l'OpenGov et sur le règlement intérieur. Alors, je vais aller très, très vite et aller J'ai dit sur… la pancarte. HEL, c'est ouvre. Ouvre, ah, voilà. C'est-à-dire ouvre l'Assemblée, ouvre les commissions, ouvre tout, quoi. Ok. Et donc, alors ça, c'est l'émergence des débuts de violence qu'on a vu, dont je vous ai parlé. Là, c'était le 9 avril. Je reviendrai sur ces images plus tard, sur cette image, mais je voulais vous montrer un peu la… Excusez-moi, je vais assez vite. Et ça, c'est les mobilisations des femmes autour d'un certain nombre d'événements. Donc, la question religieuse, donc, quand elle a émergé, donc ça a été autour de quelques articles et qu'on va retrouver par la suite dans le texte. Donc, c'est l'article 1 de la Constitution, de l'ancienne Constitution, la Constitution, qui dit qui dit la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République son régime. Donc qui était présent dans la Constitution de 59.
Or, cet article, dans toute la jurisprudence constitutionnelle tunisienne, a toujours été interprété comme étant la religion de la société et non pas la religion de l'État, ce qui est quand même complètement différent. Et là, on a vu les islamistes qui ont tenté de lui donner une autre interprétation, toute nouvelle, qui est de ramener finalement vers l'État religieux, et ils voulaient introduire un article qu'ils réinterprètent, c'est-à-dire rajouter un article qui dise mot à mot cette interprétation-là. Et donc, ça a été une des premières batailles qu'il a fallu mener à ce propos, et qui s'est conclue par le maintien de cet article sur lequel il y avait un accord plus ou moins avant même du démarrage de la constituante, pour vous dire que la question religieuse, on l'a traînée d'avant, et qui était un peu un chapitre clos sur lequel tout le monde pensait avoir fini la discussion en disant bon, ça y est, maintenant on arrête, c'est cet article qui est maintenu, et, mais avec tout le poids historique de 50 ans de jurisprudence, comment elle a été interprétée à chaque fois, c'est celui de la société. Mais en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Par rapport à Nava, en tout cas, elle s'est retournée. Et là, il y a eu un deuxième article qui a été introduit pour mettre fin à ce débat. Et ce deuxième article a été imposé quelque part par toutes ces réunions qui ont eu lieu dans les régions, où à chaque fois, il y avait des membres de la société civile qui le proposaient. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail comme ça de concertation entre le dedans-dehors pour imposer comme une évidence quelque chose qui n'était pas du tout évident et que nous, on n'avait pas réussi à imposer seul de l'intérieur. Mais le fait la société civile se l'ait approprié, l'a aussi proposé systématiquement, l'a défendu systématiquement, c'est devenu un objet de débat et qui a été pris en charge par l'ensemble donc, des différents intervenants. Et lors de l'élaboration des premiers drafts, on a pu l'introduire assez rapidement. Donc, c'est assez rapidement, non, dans le courant de l'année 2013, plus d'un an après. Donc, cet article dit la Tunisie est un État civil, et l'utilisation du terme civil ici en Tunisie n'est pas par opposition à militaire comme ça l'est dans la compréhension ici en Europe, mais par rapport à islamique, État islamique ou État civil. Donc un État civil fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit. Le présent article ne peut faire l'objet d'un amendement. Et donc le consensus qui a eu lieu par la suite, ça a été de dire que l'article 1 et 2 ne sont pas amendables. Mais en fait, l'article 2 annule l'article 1 s'il y a tentative de le réinterpréter autrement que comme il a toujours été interprété. Donc, vous voyez, c'est une forme de neutraliser quelque chose et de sortir du blocage. Je reviens à la question de la charia qui a été mise sur la table aussi. On débat à partir de 2012. Donc, Nava a reculé et elle n'a plus parlé de charia pendant toute l'année 2012. Et dans les premiers drafts, il n'y avait plus de mention de la charia. Elle est réapparue par la suite, portée par quelques élus islamistes, mais pas au nom du parti lui-même, mais comme il y a une répartition des rôles en général, il se présente toujours avec trois opinions. C'est-à-dire, on a ceux qui sont un peu les porte-parole officiels, on a ceux qui sont comptabilisés dans le clan radicaux, et donc, mais en fait, ils sont aussi testes. Hein. Donc, eux, ils portaient un peu ce type de choses. Et puis, au milieu, on avait toujours un tiers qui ne se prononçait pas et qu'on découvrait leur position finalement. Ils ralliaient la position officielle lors du vote. Parce que Nava a toujours fonctionné un peu sur... Toutes les commissions ont fonctionné sur ce mode-là. C'est-à-dire qu'il y avait un tiers qui se prononçait en faveur, un tiers contre et un tiers qui ne se prononçait pas. Et le jour du vote, on découvrait un peu la nature du vote. Mais bon, en général, il y avait des débats avec un certain nombre de responsables pour trouver des consensus en amont. Donc, sur la question de la charia, ça a été reporté par la pétition populaire qu'il a représentée comme un préalable. Alors, ça a été la mention de dire la charia, le Coran et la Sunna sont source de droit. Donc, c'est sous cette forme que ça a été présenté.
Et jusqu'au jour du vote, hein, d'ailleurs, jusqu'à la fin, ils l'ont présenté en tant qu'amendement. Parce que même si Naval a retiré des amendements proposés, la pétition populaire a continué à le porter jusqu'à la fin. Et la pétition populaire n'a pas voté la Constitution à la fin en raison de cet article. C'est en tout cas le motif évoqué. Donc, je vous ai dit dès le départ qu'il y avait 3 espaces sur lesquels se jouait cette question de la religion. Il y avait un 3e espace qui était la niche qui a été choisie par Nava pour apporter quelque chose qui ne porte pas son nom et qui n'est pas présenté comme étant porter une menace ou une dangerosité. C'est un conseil de l'islam, un conseil supérieur de l'islam constitutionnel. Alors, dans les prérogatives qu'il pourrait avoir, c'est celui de dire qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui n'est pas licite, de qu'est-ce qui est faisable, de qu'est-ce qui n'est pas faisable. Quand vous avez une cour constitutionnelle, par exemple, qui va statuer, par exemple, dans le droit tunisien, la polygamie est interdite. Je vous donne un exemple. La polygamie est interdite. Si vous avez un mariage polygame qui se fait, un mariage religieux, le mariage religieux n'est pas reconnu dans le droit tunisien non plus. Et ben, imaginons que la personne aille devant ce conseil, et ce conseil peut lui dire demain, moi, j'ai aucune certitude par rapport à comment il pourrait délibérer, que votre mariage, il est valide, votre mariage religieux est valide. Dans ces cas-là, ça voudrait dire que quelque part, on va légaliser quelque chose d'interdit dans la loi via ce conseil. Et comme il est constitutionnel et constitué d'indépendants et qu'on n'a pas de prise dessus, il n'est pas sous contrôle de l'État ni quoi que ce soit, on pourrait se retrouver avec des remises en cause profondes d'un certain nombre de mécanismes. Donc, ce qu'on a sorti par la porte, à savoir la charia et la question de l'État religieux, pouvait repasser par la fenêtre via ce conseil. Donc, il a fallu mener une bataille également dans les instances constitutionnelles, la commission où j'étais, pour que ce conseil ne puisse pas voir le jour. Et ce conseil n'a pas vu le jour, il n'est jamais sorti dans aucun draft, on a résisté à l'intérieur de la commission, mais il a fait l'objet de chantage jusqu'au dernier jour, à savoir le jour du vote, puisqu'il était proposé dans les amendements proposés par Nava, il était porté, et il a fait l'objet d'un chantage. C'était soit un conseil supérieur de l'islam, il passait, et on avait ce que nous, on revendiquait un conseil supérieur des Tunisiens à l'étranger, soit c'était niet pour le conseil des Tunisiens à l'étranger. Et on a préféré sacrifier le conseil de Tunisiens à l'étranger plutôt qu'accepter ce chantage, parce que un conseil supérieur pouvait exister sans être constitutionnel. Donc, on a préféré nous contenter d'un conseil non constitutionnel plutôt qu'accepter un conseil de l'islam constitutionnel qui pouvait présenter une dangerosité particulière pour nous. Donc, cette bataille de la question religieuse, elle a été gagnée grâce à la société civile. Elle a été gagnée en partenariat avec la société civile et en faisant un travail de pression avec la société civile. Parce qu'entre-temps, pendant ces 2 années, on a subi une forme de harcèlement sur ces questions-là. Les salafistes n'arrêtaient pas de faire des points, des meetings, des réunions, des manifestations, tout ça pour revendiquer la charia comme source de droit. Mais il se trouve que dans cet enjeu, à chaque fois que les salafistes ont essayé de faire une démonstration de force et occuper l'espace public pour revendiquer la charia, ils n'ont jamais été plus de 400-500 personnes et qu'il y avait des centaines de milliers de femmes dans la rue pour dire non. Et je vous montre un peu des manifestations de femmes, par exemple, pour dire non à la charia, qui ont eu lieu pendant cette période. Donc, ça, c'est une manifestation, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas pu, où Nava n'a pas pu aller jusqu'au bout de son projet. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, elle s'est retrouvée en difficulté par rapport à cette question de l'islam et cette question de l'introduction de la charia comme source de droit. Pour revenir au contexte de l'époque, je vous ai parlé de violences qui ont émergé et des violences qui venaient aussi bien
du gouvernement qui était en place, mais également qui venaient des groupes salafistes dont j'ai parlé aussi. Sur cette période, là, on a des images un peu du 9 avril où il y a eu une première confrontation, où on nous a été empêché de faire une manifestation et il y a eu un tabassage en règle, un peu des manifestations avec un gazage, y compris les élus qui étaient dans la rue, euh, ils ont été agressés de la même manière. Il y a eu des agressions de la part des islamistes et des salafistes de la centrale syndicale, et là c'est un rassemblement qui a eu lieu en soutien à la centrale syndicale qui a été agressée par les islamistes également. Il y a eu également 2 assassinats politiques qui ont aussi pesé sur cette période et qui ont aussi influencé le cours de l'histoire. Un premier assassinat qui a eu lieu le 6 février. Ce 6 février, donc, Chokri Belaïd a été assassiné, un leader de gauche, un fédérateur, quelqu'un qui était en train qui avait potentiellement la possibilité de fédérer toute la gauche tunisienne et de créer un peu cette alternative. Et il a été assassiné. Et donc, cet assassinat a eu l'effet extrêmement violent sur la société tunisienne, où il y avait des tiraillements, des conflits, des débats à l'infini entre islamistes, non-islamistes, ceux qui étaient favorables donc c'est un peu en lien avec la nature de société. Qu'est-ce qu'elle Tunisie on veut? Est-ce qu'on veut une société qui est régie par, par un régime islamiste, ou est-ce qu'on ne veut pas de cette société-là? Majoritairement dans la rue, les gens n'en voulaient pas, mais il y avait des tentatives des plus extrémistes et des plus radicaux de vouloir l'imposer, et l'assassinat émerge. Et la Tunisie était dans un... il y avait des débuts de division dans la société, dans des familles, il y avait des conflits, il y avait aussi pas mal d'agressions, d'agressivité, des violences qui émergeaient dans l'espace public, dans les universités. Il y avait des occupations de groupes salafistes, par exemple, qui voulaient imposer la non-mixité dans les restaurants universitaires. Il y a eu dans une fac à Kérouan, par exemple, des remises en cause du cours de beaux-arts, des profs de beaux-arts qui a été agressé. Il y a eu des choses de cet ordre-là. L'université de Manouba a connu aussi des heurts. Et le jour de l'assassinat, le pays était comme figé. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement traumatisant. Et c'était le premier assassinat politique d'après ces décennies-là. Et je ne dirais pas le premier assassinat politique en Tunisie, parce qu'il y en a eu. Il y en a eu, mais c'était assez lointain pour les gens et que personne n'attendait. Et il y a eu quasiment un demi-million de personnes dans la rue. Certains parlent même d'1 million de personnes dans la rue sur Tunis. Ce jour-là, Tunis était bloqué. Il y avait le cortège, les gens ont défilé pendant toute la journée pour arriver d'un bout à l'autre. Toute la journée, ça a défilé. Quand on sait que Tunis, il y a 2 millions d'habitants, et si on vous dit qu'il y a 1 million de personnes dans la rue, vous pouvez imaginer l'ampleur de ce que ça a été. Et il y avait des gens de toutes les générations, de toutes les catégories sociales, de toutes les professions. Il y avait tout le monde qui était dans la rue, enfants, adultes, vieux, femmes, hommes. Ça a été quelque chose d'extrêmement... Et je crois que ça a été quelque chose d'historique. On n'a jamais vu ça quasiment. Et ça a été quelque chose qui a aussi provoqué une forme de sursaut dans la société et en même temps une crispation. C'est-à-dire la société civile a fait bloc à partir de là et a commencé à être sur quelque chose de beaucoup plus construit au niveau en tout cas de ce qui se passait. Il y a des coordinations se sont mises en place, des débuts de concertation pour essayer de coordonner et de mettre fin à ces violences. En tout cas, ces violences ont fait peur à la société tunisienne. Ils ont secoué en profondeur la société tunisienne. Sauf que ces violences, c'était qu'un début. C'était pas
ce n'était pas le seul assassinat, puisqu'il y en a eu un autre par la suite. Et le second assassinat a eu lieu le 25 juillet, jour de la fête de la République en Tunisie. Donc ça a été d'une violence inouïe, mais entre les deux, il y a eu l'affrontement a continué entre les radicaux, c'est-à-dire les salafistes et les islamistes qui étaient prêts à en débattre, et la société qui refusait de se laisser piéger et qui refusait de rentrer dans cette violence. C'est-à-dire qu'il y a eu de la résistance dans la société, dans le mode pacifique de la réponse de la société qui était dans le refus et le rejet de la violence. Quand vous voulez faire du chahut et provoquer un peu une guerre civile ou des choses de cet ordre-là, si vous n'avez pas de répondance, si vous n'avez pas de relais dans les villes, dans les quartiers, dans les familles, dans tout ça, ben vous ne pouvez pas y arriver. Donc, ça, vous continuez à vous agiter, mais ça reste… Et là, c'est ce qui s'est produit. Parce qu'à un moment, on avait peur. Mais en même temps, là, il y avait une résistance extrêmement puissante. Et il y a eu l'occupation de l'université de la Manouba par un groupe salafiste qui a essayé de jouer la carte de l'intimidation à fond, en essayant d'obliger et d'imposer des femmes en niqab et autres, et en occupant surtout l'espace. Et je vous montre une image qui a été assez parlante et qui jusqu'à maintenant ressort. C'est un salafiste qui a essayé de planter le drapeau noir de Hezb Tahrir, qui est le parti de salafistes tunisiens, sur le toit de l'administration de l'université. Et il a été tout de suite rejoint par une jeune femme qui a grimpé sur le toit et qui a remis le drapeau tunisien, qui ne s'est pas laissé intimider. Et cette confrontation, ce face-à-face, c'est-à-dire tous les 17 mars, les gens ressortent cette image. Tous les 17 mars, les gens s'en souviennent, il a marqué. Et d'ailleurs, il a été immortalisé par une artiste sur une toile que je voulais partager avec vous. Amina Btaïb a réalisé cette toile qui incarne un peu cette confrontation. On était dans cette confrontation et les femmes étaient au premier rang de cette confrontation. Et Khawla, qui s'est opposée à ce salafiste, était à l'image de beaucoup de femmes tunisiennes, debout et résistantes et refusant, et en permanence dans la rue, à veiller au grain et à refuser qu'on lui impose un diktat, celui de la charia, hein, ou de quoi que ce soit. Donc cette image, elle a été… en tout cas, bon, elle a marqué toute la génération qui a vécu ça, tous les Tunisiens qui ont suivi, et je pense que ça va marquer quelques générations de Tunisiens, puisque ils continueront à la voir au travers de cette toile qui, elle, a immortalisé ce moment. Nadia, il faut commencer à cheminer vers la fin. Oui. Alors, sur la Constitution, pour revenir, donc tout ça, c'est le fond. On vivait dans ça pendant les débats qui avaient lieu autour de la Constitution et du texte. On était sur ce fond de violence, on était sur ce fond de débat et de confrontation dans la rue également. Et donc, on a été amené, après l'assassinat de Brahimi, qui était un élu, donc celui qu'on voit sur l'image ici, et c'était ses funérailles, il a été assassiné, un élu avec nous à la Constituante a été assassiné, un camarade a été assassiné. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On était dans une situation où on était bloqué, où il n'y avait plus de possibilité de négocier quoi que ce soit. Et à ce moment-là aussi, ça a coïncidé avec une falsification du texte qui était sorti des commissions. C'est-à-dire Nava a essayé de retoucher la mouture, le draft qui devait être proposé au vote et qui est sorti des commissions. Donc ça a été, et l'assassinat est arrivé tout de suite après, ça a été un peu la goutte d'eau. Les élus, on était une soixantaine d'élus au départ à avoir quitté l'Assemblée et à nous être mis en sitting à l'extérieur. On a occupé la place du Bardo pendant plus de 3 mois, c'est-à-dire du 27 juillet, date des funérailles, jusqu'à quasiment, pour vous donner une image, jusqu'à mi-octobre, on était dans la rue, les élus. Moi, j'ai mis sous la tente pendant 3 mois quasiment, pendant toute cette période de refus de réintégrer
une assemblée où on est arrivé à tuer, à assassiner, et en même temps où les islamistes portaient la responsabilité de la division de la société qui était à l'œuvre. Et la revendication du sitting qui a eu lieu, ça a été de dégager le gouvernement et de dégager l'ANC, c'est-à-dire même la Constitution a été remise en cause, et on était prêts, nous, à tout remettre en cause. On a suspendu nos travaux et on l'a quitté. Et il y a eu une amorce d'un dialogue national qui a été initié par le Quartet de la paix, hein, celui qui a eu le prix Nobel de la paix, à savoir la centrale syndicale, l'ordre des avocats et la, le truc patronal, l'organisation patronale tunisienne, l'UTICA, ainsi que donc la Ligue des droits de l'homme, qui ont été à l'initiative d'une feuille de route qui a été proposée à l'ensemble des protagonistes et sur laquelle il fallait qu'ils s'engagent. Et nous, en tant qu'élus qui avions quitté l'Assemblée, on y a signé en tant que partie prenant aussi des négociations, et non pas au travers seulement de nos partis, mais aussi au travers nous, en tant qu'élus comme groupe. Et donc, on démarrait des négociations qui portaient essentiellement sur la question de comment finaliser ce processus, comment finir la rédaction de la Constitution, comment la voter et sous quelle forme, et quels étaient les enjeux majeurs sur lesquels il n'y avait pas de recul possible. Alors, je voulais vous montrer, je voulais juste pour conclure, je me suis arrêtée un peu longuement sur des aspects qui n'étaient pas forcément, mais qui étaient importants en même temps. Le slogan de la Révolution était quoi? Était travail, liberté, dignité. Pour nous, le souci premier, c'était de le transcrire dans la Constitution, d'en faire un enjeu aussi de la Constitution. Et finalement, sur la question du travail, on a travaillé sur les droits économiques et sociaux, et les 3 générations des droits humains sont inclus dans ce texte fondamental. On a également statué sur un article, travaillé sur la question des ressources naturelles qui sont propriété du peuple. Donc là-dessus également, on va dans le sens de la répartition des richesses. On a une mention de la justice sociale à 2 reprises dans le texte, la mention de la répartition équitable des richesses dans le texte également, mais on est parti également sur une instance de développement durable. Donc, qui dit instance de développement durable, c'est-à-dire travailler sur le prisme de la durabilité et donc mettre fin à la précarité, mais également la protection des droits des futures générations. Sur la question des libertés, qui était aussi un slogan de la Révolution. Donc, je vous ai dit que les principaux droits humains sont, les 3 générations des droits humains sont dans la Constitution. Donc, les libertés individuelles et collectives, et il y a eu beaucoup de heurts sur la question de la liberté d'expression, la question de la liberté syndicale et la question de la liberté de croyance, qui ont fait l'objet de beaucoup de négociations et d'aller-retour, hein, en tout cas entre société civile, assemblée, dialogue national. C'est des choses qui ont été résolues quasiment sur la dernière semaine du vote, quasiment, où on a pu mettre fin à ces bras de fer. Et la question de la dignité est traduite également au travers de la question de l'égalité homme-femme, qui était un enjeu majeur de la Constitution, et la question des discriminations positives qui ont été aussi mentionnées, aussi bien par rapport à la question homme-femme, mais aussi par rapport à la question des régions, puisqu'on parle de discrimination positive, pour atteindre l'égalité effective. Donc, ce qui veut dire aussi permettre... alors, ce qui est un peu nouveau et un peu particulier à cette constitution, finalement, et qui fait qu'elle est aussi novatrice quelque part, c'est qu'elle s'inscrit dans son siècle pleinement. C'est une constitution qui s'inscrit dans le 21e siècle et les enjeux du 21e siècle. C'est-à-dire où on a abordé la question du climat, on a abordé la question de la transparence, de la démocratie participative, les mécanismes de contrôle. On a travaillé également sur la question de la préservation du climat et de l'environnement. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui sont en débat aujourd'hui dans toutes les sociétés quasiment du monde et qui ont été prises en compte
dans la réflexion autour de cette constitution qui en fait une constitution du 21e siècle, des dernières générations. Et surtout sur la question du climat. Le climat y est mentionné comme tel. Hein. Ce n'est pas du tout uniquement protection de l'environnement et on passe dessus. On est sur la protection de l'eau, on est sur la protection sur le droit de vivre dans un environnement sain, mais également la question, le mot climat a été mentionné dès le préambule de la Constitution. Alors, sur la question, pour finir, la question de la… Comment dire je crois que l'expérience vécue de la Tunisie par rapport à l'oppression a fait que la question des droits humains ont pris une place extrêmement importante. Et non seulement ils ont pris une place extrêmement importante, mais on a été amené à réfléchir sur un article qui les verrouille, qui fasse qu'on ne puisse plus revenir dessus. Vous l'avez sous les yeux. Et c'est un peu cet article qui a fait l'objet de négociations extrêmement âpres et longues, et qui a été aussi un travail commun avec la société civile et qui a été proposé et porté aussi bien par la société civile que par quelques élus au début minoritaires. Et petit à petit, on a rallié un peu tout le monde et qui a été imposé aux islamistes parce que ça nous permettait à nous de ne pas pouvoir revenir, remettre en cause. On a subi tellement d'oppression sous Ben Ali ou même d'avant, 50 ans d'oppression vous laisse des séquelles. Et donc, comment faire pour qu'on ne puisse pas, lors de la mise en place des lois et l'harmonisation des lois par rapport à la Constitution, comment faire qu'il n'y ait pas de recul par rapport aux droits humains et qu'il n'y ait pas de détricotage finalement. Et c'est cet article qui va être le biais par lequel, l'article 49, qui va être par lequel les choses allaient se réaliser. Pour les femmes, c'est pareil. Il y a quelque chose qui a fait l'objet d'une âpre négociation sur la question de la protection des acquis. Autant la question de l'égalité dans l'absolu comme ça ne leur posait pas de problème, et dès le départ, on a réussi à imposer la question de l'égalité dans l'absolu. Par contre, la protection des acquis, parce que là, on n'est plus dans quelque chose pour la rendre effective, ça devient plus. On verra demain, après-demain, ou surlendemain. La protection des acquis touchait à la question de l'avortement, par exemple. Moi qui suis féministe, j'étais extrêmement sensible à ça, et on était 4 ou 5 femmes à vouloir absolument faire passer cela. Et on a, jusqu'au dernier jour, le jour du vote, on n'avait pas la garantie que ça allait pouvoir se faire, et on a bloqué le vote pendant quasiment 1 jour et demi. C'est-à-dire qu'on a réouvert des négociations à l'infini et on a alerté les médias internationaux, on a fait venir du monde. On n'a pas arrêté d'ailleurs d'alerter là-dessus parce que pour nous, on savait que beaucoup d'islamistes voulaient remettre en cause la question de l'avortement. Et l'avortement n'est pas dans le code du statut personnel. Il est dans le droit à la santé, il est dans l'arsenal juridique tunisien, dans le code de la santé. Et donc, le pouvoir, parce que il n'a pas été… donc, si vous voulez, pour nous, c'était fondamental. Et je me souviens que lors du vote de l'amendement, et je vous raconte cette dernière anecdote, lors du vote de l'amendement, c'est l'amendement, pas l'article, on a obtenu une toute petite avancée, mais pas vraiment à l'aise pour que l'article passe derrière. On avait peur qu'il y ait quelques-uns qui reculent et que l'article ne passe pas. Et donc, quand c'est passé, on s'est levé. Et moi, j'avais dans mon sac, voilà l'image du moment d'après le vote qui a été immortalisée par Thierry Brésillan. C'est le drapeau, vous le voyez là, et je suis derrière le drapeau, c'est moi qui l'ai en main. Je l'avais dans mon sac, je l'ai sorti, et on s'est mis debout, et on a chanté l'hymne national. Et cette image a circulé dans tout le reste du monde, dans l'AFP, partout. Et tout le monde disait, la Tunisie a voté l'égalité homme-femme, et pensant que c'était l'article qui était voté, que c'était fini. Et Nava s'est rendu compte que la photo avait fait le tour du monde et que finalement, ils n'allaient plus pouvoir reculer. Et ils ont demandé une suspension de séance, ils ne voulaient plus voter l'article. Il y a eu une réouverture des négociations pendant 6 heures et on a tenu bon, on savait qu'ils ne pouvaient pas ne plus voter parce que c'était acté quelque part, comme quoi la communication et l'ouverture sur l'extérieur et la transparence parfois est un
tout petit peu une image comme ça, un truc de com, en fait, leur a brûlé les ailes et ils ne pouvaient plus, ils ne pouvaient plus reculer. Et là, au bout de 6 heures, on a refusé de renégocier le contenu de l'article et de rediscuter du contenu de l'article. Et l'article est passé donc au vote par la suite sans problème. Et donc, voilà, et cet article, donc, c'est protéger les acquis, mais et aussi améliorer les droits, mais il y a aussi la violence qui a été introduite et la parité qui a été introduite également comme une obligation pour toutes les instances élues. Donc, je vous invite, il y a plusieurs livres, hein, si vous voulez un peu vous documenter sur cette période et un peu sur cette... il y a mon livre qui est Chronique d'une constituante, mais il y a également le livre de Salma Mabrouk, Le bras de fer, et celui de Selim Abdeslam, les trois en français. Hein, je vous ai sorti les livres qui ont été rédigés en français sur cette période. Donc, celui de Selim Abdeslam qui est en 2 tomes, 2 volets. Voilà, donc je vais répondre plutôt à vos questionnements. Je suis désolée de la longueur, je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais j'ai fait des digressions avec des anecdotes. Désolée. Mais écoute, Voilà. on peut le faire. C'était très, très vivant et très intéressant. Merci beaucoup. Je sais bien que tu aurais pu rester encore 1 heure nous raconter ça, puisque c'est quand même une histoire longue et complexe. Mais je pense que l'essentiel a été dit. Mais il y a déjà des questions qui te sont posées. Et donc, ceux qui veulent que je lis dans le chat et que je vais te transmettre tout de suite, mais si vous voulez lever votre main. Oui, moi. D'accord, Suzanne, ok, c'est noté. Donc, la première question, excuse-moi Nadia, j'enchaîne aussitôt parce que… Non, mais allez-y. Hein. Tu vois. Alors, une première question, c'est est-ce que la Tunisie est candidate effective à l'entrée dans l'Union européenne? Quelles sont les organisations politiques féministes potentiellement favorables à ce processus? Voilà, vous aurez pu… privilégié, hein, c'est pas candidate à l'entrée en Union européenne. Pardon, tu peux recommencer? C'est le partenariat privilégié, c'est pas une candidature pour entrer en Union européenne. C'est pas la même chose. Non. Elle n'est pas candidate officielle pour entrer à l'Union européenne. Mais par contre, certains souhaiteraient qu'il y ait la signature de l'accord de partenaires privilégiés et sur lequel il y a beaucoup de débats et une partie de la société civile le rejette et une partie des partis politiques le rejettent également parce qu'il n'est pas très avantageux pour la Tunisie et en tout cas il mettrait en péril essentiellement la question l'agriculture tunisienne. Hein, donc, mais, voilà. La deuxième question qui est posée par Halima Amri, elle dit ça. Bonjour, quel a été le rôle de la presse dans ce processus? Connaît-il en général de la liberté de la presse? Est-ce que cela a fait l'objet aussi d'un débat à la Constituante? Alors, la presse était présente en permanence dans toutes les commissions, dans toutes les plénières. La presse a joué un rôle important et en même temps, elle a joué un rôle qui n'était pas terrible, moi je dirais. Important dans la transmission et dans donner de l'information, mais pas terrible parce qu'ils étaient un peu sur le buzz, sur le populisme, c'est-à-dire qu'ils ont oublié l'importance de cette transition et de son accompagnement et qu'ils avaient un rôle essentiel dans l'accompagnement par la pédagogie et donc parfois c'était plutôt il y a une bonne partie de la presse qui était vraiment pas à la hauteur, c'était vraiment ils n'étaient pas sur le fond du débat, ils étaient sur la forme et là-dessus, moi je sais que j'ai rédigé pas mal de textes à ce moment-là et d'articles pour critiquer un peu cette manière de vouloir absolument entraîner la population vers des choses plus populistes, finalement, en accent eux-mêmes, en allant que vers des choses un peu sur du buzz. Ils ont eux-mêmes mis, en tout cas en avant un peu tous ces enjeux populistes et qui n'avaient rien à voir avec le fond.
une certaine presse a joué un rôle extrêmement important dans la montée de ces discours-là et dans l'alimentation de ces discours-là. Ils invitaient sur les plateaux les gens les plus insignifiants, ils invitaient sur les plateaux ou sur les radios, parfois des prédicateurs, des gens qui étaient… alors, c'est au nom de la liberté de la presse, d'accord, mais il n'y avait pas du tout d'équité. Hein, c'est-à-dire, il y avait une personne qui était sur une lecture différente, avec un panel parfois entre islamistes et moins islamistes, et un peu plus islamistes et un peu moins islamistes. Ils avaient un peu la part belle sur beaucoup de médias. Et alors que la période avait besoin de pédagogie. Elle avait besoin d'avoir de l'ambition pour élever le débat aussi. Heureusement qu'il y avait une certaine presse qui était dans ça, hein, qu'elles n'étaient pas toutes sur le même niveau. Mais il y avait beaucoup de liberté. Hein, et la question de la liberté de la presse a été beaucoup débattue et elle est inclue dans la Constitution. Il y a pas Et d'ailleurs, il y a eu 2 décrets qui ont été mis en place en 2011 pendant la période de transition sur la question de la liberté de la presse. Et il y a eu une constitutionnalisation d'une instance par rapport aux médias audiovisuels dans la Constitution. Donc le débat a eu vraiment lieu en profondeur. Merci Nadia. D'abord Suzanne, ensuite Claude et Annick s'ils veulent poser une question. Suzanne. Oui, c'est quelque chose que je n'ai pas très bien compris, mais sans doute n'ai-je pas été assez attentive. Vous avez dit à un moment que les islamistes n'étaient pas majoritaires dans la société. Or, ils ont gagné les élections quand même. Alors, voilà un peu un paradoxe. Est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Alors, non, ils ne sont toujours pas majoritaires dans la société tunisienne. C'est-à-dire la société tunisienne est très sécularisée. D'ailleurs, si c'est des questions qui vous intéressent, vous pouvez lire Abdelmejid Chalfi, par exemple, qui en parle très très bien. Je vous mets le nom, je vous mettrai le nom tout à l'heure. Donc, si vous voulez, la société tunisienne est extrêmement sécularisée. Les lois tunisiennes sont des lois assez avant-gardistes par rapport à la région. C'est-à-dire qu'il y a eu la mise en place du Code du statut personnel tunisien dès 56, au lendemain de l'indépendance, quasiment avant même la constitution de 59, la première constitution. Et pourquoi je vous dis ça? Le jour où il y a eu un test qui a été assez surprenant, et le NAVA s'est reçu ça, et elle a compris qu'elle n'était pas majoritaire dans la société, et elle a reculé sur la question de la charia à ce jour-là. Quand il y a eu tentative de vouloir dire que la charia pourrait être source de droit, il y a eu des centaines de milliers de femmes dans les rues et dans toutes les villes de Tunisie. Et les islamistes ont essayé de faire sortir des femmes pour cette revendication dans la rue, ils étaient quelques centaines. On était très loin des centaines de milliers qui étaient dans la rue dans toutes les villes. On était très très loin. Et donc là, les femmes, quand on leur a dit la charia comme source de droit, moi je vous raconte à titre anecdotique. Un monsieur qui a voté NAV et que je rencontre comme ça et qui m'interpelle, il me dit, mais oui, d'accord, nous on est musulmans, mais on n'est pas à l'Arabie Saoudite. Vous comprenez? Le référentiel du Tunisien n'est pas les pays du Golfe. L'imaginaire du Tunisien, quand il se projette, il ne se projette pas comme dans un pays du Golfe ou en Arabie Saoudite. Il se projette comme en Europe ou autre. Et donc, les aspirations ne sont pas du tout… C'est-à-dire, autant les gens avaient voté Nahda pour une partie au départ, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient voté Nahda parce qu'ils étaient victimes de la répression, parce que c'était des gens qui croyaient sincères, qui ne pouvaient pas être corrompus parce que musulmans. Donc, ils craignent Dieu. Alors, celui qui craint Dieu ne va pas être dans la tricherie et dans la corruption. Et d'ailleurs, au deuxième vote, c'est-à-dire 2014, tout de suite après, ils sont descendus à 20%. Donc, ils ont perdu d'ailleurs quasiment 30 sièges après 3 ans à l'Assemblée. Donc, le noyau Nahda qui vote Nahda est de 20% dans la société tunisienne, de la société tunisienne qui vote, parce que la majorité des jeunes ne votent pas. Donc, vous voyez, ils ne sont pas majoritaires dans la société dans ce sens-là. Et on est en capacité de le dire, de l'affirmer. Et le fait qu'on ait obtenu la constitution qu'on a eue, c'est parce qu'ils n'étaient pas majoritaires. Ils auraient été majoritaires, ils n'auraient pas accepté. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient un mauvais diagnostic de la société.
C'est pas parce qu'on se dit musulman et qu'on veut construire une société musulmane que ça veut dire que les gens veulent des lois qui sont d'inspiration musulmane. Allez dire à une femme tunisienne demain qu'on va remettre la polygamie, vous allez voir sa réaction. Allez voir une femme tunisienne à qui vous allez dire on va remettre son droit à l'avortement. Donc, si vous voulez, il y a des choses qui sont quand même acquises sur des générations. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Merci. Merci Nadia. Claude et Annick Mondil. Oui, je voulais poser la question suivante. Est-ce qu'il y a une Cour constitutionnelle ou une sorte de Conseil constitutionnel, une Cour suprême, enfin un organisme indépendant qui vérifie la conformité des projets de loi à la Constitution? Attendez, la Cour constitutionnelle n'existait pas avant. Et de toutes les manières, la première source, c'est la Constitution. Donc, c'est la Constitution qui va donner la Cour constitutionnelle. Et c'est ce qui va se faire, et elle n'est toujours pas mise en place d'ailleurs, parce que le mandat après nous, ils avaient 1 an dans la Constitution, on a spécifié qu'il y avait 1 an pour mettre en place la Cour constitutionnelle. Jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas mis d'accord sur sa mise en place. La loi a été faite, mais pas le reste. Et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que la composition du mandat d'après au niveau de l'Assemblée, c'est des personnes qui ne veulent pas du tout qui sont un peu réfractaires à ce qui est du contrôle. Et ils ont fait passer des lois qui ne sont pas constitutionnelles, d'ailleurs, qui devraient être revues, hein, par ailleurs. Donc, elle n'est toujours pas mise en place, mais elle est prévue dans la Constitution. C'est important. Tout à fait. Mais la Tunisie n'avait pas de cour constitutionnelle, elle avait un conseil constitutionnel avant, qui n'avait pas du tout le même poids. Alors, il y a une question que je ne comprends pas à l'écrit, donc je demande à Ibsen de bien vouloir le dire à l'oral, s'il est d'accord. Ouais, pas de souci. On m'entend? Merci, oui. Oui, non, en fait, je voulais savoir, donc là, les mouvements de printemps arabe, depuis, c'est-à-dire 2011, eh bien, Erdogan en Turquie, il était plutôt laïque, on va dire. Il n'a jamais fait allusion à des termes comme les frères musulmans, ces projets de néo-ottoman, et de leadership musulman, parce que voilà, il veut le leadership musulman aujourd'hui. Est-ce que justement, c'est pas ça qui lui a profité, cette crise des pays arabes, si j'ose dire? Non, moi je pense que Erdogan, à sa prise de pouvoir, il est arrivé dans une Turquie qui avait déjà une constitution, une cour constitutionnelle, qui avait des traditions, laïcité inscrite dans la constitution, un certain nombre de choses. Donc pour arriver au pouvoir, il a composé avec l'existant. C'est comme les islamistes en Tunisie, ils ont déposé un visa pour obtenir, pour être autorisé comme parti politique, mais le parti politique ne dit pas je suis un parti religieux. Oui, non, bien sûr, mais On se conforme au cadre dans lequel… Non, la Turquie, Erdogan, depuis le premier jour, il avait des vues sur ce qui se passe ailleurs, et il avait des vues des vues d'influence. Hein. Il est venu en Tunisie, on l'a reçu à l'Assemblée, c'était en 2013. Je me souviens à la séance, c'était le lendemain de l'affaire du drapeau de Manouba, où il était là. C'était le 8 mars, c'était le 7 mars l'affaire de Manouba, et lui il est arrivé le 8 mars. Et je me souviens quand il y a eu la plénière, on n'a même pas parlé de… mais Erdogan, comme il est venu en Tunisie, il sillonne l'Afrique depuis une dizaine d'années, parce qu'il l'implantation turque, elle n'est pas que dans les pays… dits musulmans, aller dans beaucoup d'autres territoires africains. Où il y a, donc, je pense que son ambition, elle date d'avant. Mais par contre, lui a servi de modèle pour le parti islamiste tunisien. Parce que, pour nous rassurer, il nous disait, mais regardez, Erdogan, il n'a pas remis en cause la laïcité, et c'est bien un parti islamiste.
Et c'est bien un islamiste, il n'y a pas de souci. On va faire un peu comme les chrétiens démocrates. Et ils commençaient à vouloir. D'ailleurs, de Erdogan, après, ils sont passés aux chrétiens démocrates parce qu'Erdogan a commencé à réprimer chez lui. Donc, ça, c'était plus le modèle à exhiber. Donc, maintenant, on est passé au. Mais il n'y a pas qu'Erdogan hein, qui a été sur un. Moi, je me souviens également qu'il y a eu un changement dans l'engagier des instances européennes et des instances françaises. On a commencé à nous parler en 2011, tout de suite après les élections, d'islam modéré et d'islam compatible avec et d'islamistes compatibles avec la démocratie et de partis islamistes compatibles avec. Et je me souviens, ça a été introduit. Et dès que si vous revoyez, si vous réécoutez un peu toutes les prises de parole de responsables européens par rapport à la Tunisie à partir de 2011, vous allez entendre les islamistes modérés. D'accord, merci. D'ailleurs, pour faire dans la suite de ce que on vient d'entendre, Patricia Bessonat vous remercie de l'intervention qu'elle trouve passionnante. Elle dit ceci, elle dit « Cette constituante donne une très belle image d'apprentissage de la démocratie, mais il est évident que les islamistes n'ont pas renoncé à l'islamisation de la société, même s'ils ne sont pas majoritaires. » C'est un peu redondant avec ce qu'on a dit avant, mais peut-être tu peux dire un mot. Est-ce que les islamistes en Tunisie non, ils sont en train d'agir autrement. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la bataille de la Constitution. Ils ont perdu la bataille de la Constitution, mais en même temps, ils avaient mis en place, eux, une stratégie d'influence dans la société. Et le premier des réseaux qui a été attaqué, c'est le réseau de la petite enfance. C'est tous les réseaux de la prise en charge de la petite enfance. Et ce n'est pas seulement en Tunisie. Au Maroc et en Algérie, on observe le même phénomène. Il y a énormément de jardins d'enfants, et ça a commencé d'ailleurs d'avant cette période. Ça a commencé à peu près, on a vu l'émergence de ça dans 2007-2008. C'est des financements imaratis, c'est des financements qataris ou c'est des financements saoudiens. Mais essentiellement sur les jardins d'enfants, c'est des financements qataris, imaratis, des Émirats, via des fondations. Ce n'est pas via l'État directement, mais via des fondations. Dans une qui s'appelle Bayen d'ailleurs. Moi, j'ai été un peu sur la trace de celle-là parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jardins d'enfants coraniques qui étaient financés par cette structure qui portait toujours un nom où il y avait le mot Bayen qui revenait. Et je me suis rendu compte qu'elle existait en Algérie, que ça existait en Maroc également. C'est des jardins d'enfants qui sont mis en place avec de l'équipement clé en main qui est remis aux familles. C'est-à-dire les familles qui payent une contribution dérisoire, donc ils s'installent dans les quartiers populaires, où les gens payent 20 dinars le mois au lieu de payer 3 fois plus ailleurs, dans un jardin d'enfants, puisque l'État a privatisé le parc de la prise en charge de la petite enfance sur les dernières années. Ben Ali a quasiment privatisé une centaine de jardins d'enfants publics. Donc on voit donc, ça est devenu inaccessible pour une partie de la population qui est la population smicarde, c'est-à-dire les ouvriers, les femmes précaires dans les quartiers populaires, les femmes seules avec enfants et autres. Et donc, là, il y a tout un maillage de jardins d'enfants accessibles et on s'est rendu compte que, par exemple, le matériel était fourni, les méthodes d'approche étaient fournies et que là, il s'y passait des choses pas très catholiques. On a commencé, pas très catholique, excusez-moi de l'expression, c'est pas un jeu de mots. Il n'était pas voulu celui-là. C'est ce qu'on appelle le bilinguisme à l'œuvre. Quand ça fonctionne, ben, les référentiels se mélangent. Donc, pas très bon, bref. Et on a commencé, nous, à faire des alertes. Et en 2015-2016, il y a eu un certain nombre de ces jardins d'enfants qui ont été fermés, mais pas tous. Jusqu'à maintenant, on s'aperçoit qu'il en reste. Et il y a eu un deuxième maillage qui concerne aussi de la prise en charge de femmes seules ou de la prise en charge de jeunes. Et donc, dès qu'on
quand on parle de Qatar Charity en France, ben, on retrouve Qatar Charity en Tunisie également. Et elle est beaucoup dans le microcrédit, dans des financements de projets, dans un certain nombre de choses. Mais il y a également d'autres structures, d'autres fondations saoudiennes. Et comme il y a une compétition entre les frères musulmans et les salafistes, donc on retrouve les réseaux qataris qui sont les réseaux frères musulmans, et on retrouve les réseaux émiratis et saoudiens et leur financement qui sont les réseaux salafistes, en fait. Merci Nadia. Il y a une question qui, dans la formulation, est un peu intrigante, mais je ne sais pas si Rachida, est-ce que vous ne voulez pas la poser vous-même, votre question, parce que telle que vous l'avez écrite, elle ne me semble pas super évidente. En fait, il y a eu énormément de dons de l'Union européenne, que ce soit pour la société civile ou alors pour les institutions tunisiennes. Et je voulais savoir jusqu'où cet argent, parce qu'il y en a vraiment eu énormément, préserve la démocratie en Tunisie, et est-ce qu'elle a vraiment servi à préserver cette démocratie? Moi, je suis, vous posez peut-être la question à une personne qui est beaucoup dans le doute. Moi, j'ai observé un changement dans la société. Moi qui viens de la société civile, de l'immigration et en France et autres, et qui ai l'habitude du bénévolat, du don de soi, des collectes d'argent pour pouvoir financer des petites choses, pour pouvoir... j'ai vu un déluge d'argent arriver en Tunisie, mais je l'avais observé déjà dans les pays en crise et en transition avant, puisque j'étais partie dans le début des années 2000 en Afghanistan. J'ai vu ça en RDC, j'ai vu ça dans beaucoup de pays. Et cet argent, il a perverti une partie de la société civile. Pas toute la société civile, mais une partie. Ça a permis l'émergence d'un plus grand nombre d'associations financées avec des moyens, mais en même temps, il y a de moins en moins de bénévoles, moi je m'aperçois, à part les anciennes structures ou quelques structures comme ça qui fonctionnent encore au bénévolat et autres, mais la professionnalisation et autres a tué une partie de cet engagement bénévole. Mais également, il y a moi, je me souviens, en tant qu'élu à l'époque, quand on était reçu par un certain nombre d'ambassades ou délégations internationales et autres, avoir posé la question de pourquoi ne pas mettre en place des consortiums pour ne pas financer les mêmes choses. Parce que je me suis rendu compte que sur certaines régions, on voyait des structures les mêmes financements qui arrivaient pour les mêmes projets d'un peu partout, et je ne comprenais pas. Il n'y avait pas besoin de milliards pour ce projet-là, alors qu'il y avait besoin peut-être d'aller ailleurs et faire autre chose ailleurs, et qu'il fallait quand même... Et je sais que les Suisses et les Allemands ont fini par mettre en place, eux-mêmes ont eu des mauvaises expériences, mais également le PNUD, sur cette perversion par l'argent qui était un peu utilisée à financer des rencontres dans les grands hôtels. Et ça continue. Moi, j'ai toujours été très mal à l'aise avec tout ça. J'ai toujours été très mal à l'aise avec tout ça. Et en plus, j'ai vu aussi que... Alors, je ne sais pas quels sont les financements qui sont... Il y a des financements qui influencent des trajectoires. Et je n'ai pas peur de le dire. Quand on vous impose un certain nombre de thématiques et quand on voit des associations qui se mettent à faire des dossiers en fonction d'un certain nombre de thématiques qui étaient imposées par rapport à des lignes de financement, moi je me pose une question parce qu'on ne laisse pas les gens évoluer par rapport à leurs propres envies, par rapport à leurs propres évolutions internes, par rapport à leurs propres réflexions, mais on les amène à réfléchir les choses. Est-ce que vous pouvez donner des exemples là-dessus? Moi, je peux vous dire, par exemple... On n'a plus trop le temps des exemples. Je suis navrée d'être... On a le droit de dépasser un tout petit peu ou pas? On a le droit, mais tu as encore une question qu'on te pose. Donc, la question du financement. Par exemple, moi, si je vous dis, demain, j'ai de l'argent pour financer tel thème, et ce thème, moi, j'estime qu'il n'est pas... Et par exemple, il y a eu des milliers de formations qui sont les mêmes et les mêmes personnes y participent. Quel est l'intérêt?
Quand vous avez des formations qui se font dans des 4 ou 5 étoiles, qui ne touchent pas la population lambda, qui touchent toujours les mêmes militants, quel est l'intérêt? Il y a une forme de complicité, hein, parce que quand le financeur sait où a lieu la formation et qu'il continue à financer des choses dans les mêmes endroits, il sait qu'il est en train de, excusez-moi, de creuser dans du sable, quoi. Et que finalement, il est en train de donner de l'argent à des grands hôtels et à quelques prestataires et à imposer parfois des intervenants. Parce que quand vous avez, par exemple, dans le cas de la francophonie, on vous impose que le financement transite par telle ou telle université, vous voyez un peu ce que je donne d'un côté, je le prends de l'autre. Donc il y a un peu beaucoup de choses comme ça confuses. Ça nécessite une séance entière pour réfléchir ensemble. Écoute, ça tombe bien parce que la dernière question nécessite une séance entière, hein, la dernière question. Du coup, je te demanderais d'y répondre par oui ou non. Voilà, Wow. voilà la question. La question est, on juge, c'est Sarah, je ne sais pas si Sarah veut la dire elle-même ou bien j'y vais. On juge un arbre aux fruits qu'il donne. Au regard de la situation actuelle, Oui. Tunisie, pensez-vous que le peuple tunisien a vu sa situation s'améliorer? Tu peux dire oui ou non? Non. Non. Non, mais tu peux aussi un peu développer, s'il te plaît. Non, sa situation ne s'est pas améliorée parce que, je veux dire, le pourquoi du soulèvement, ça a été la question, j'ai dit dès le départ, c'était le travail, la liberté et la dignité. La dignité, c'est aussi pouvoir vivre dignement. Et cette question de la question socio-économique n'a toujours pas été prise en charge. On pensait qu'après le bouclage de la Constitution, on allait s'attaquer à ce volet-là. Et on allait s'attaquer à la question du développement, de la question de quel modèle de développement, d'autres alternatives durables, sortir les gens de la précarité pour aller vers plus de dignité, qu'on allait mettre en place un vrai débat sur les enjeux économiques et sur les choix économiques du pays, y compris la question du partenariat européen. Est-ce qu'on doit rester donc, si vous voulez, et ce débat-là n'a toujours pas lieu, parce qu'on est toujours prisonnier d'une espèce de partis politiques qui n'ont pas du tout envie de rompre avec l'existant, qui ont envie de reconduire le même modèle et qui se sont englouées elles-mêmes dans la corruption qui existait d'avant, qui ont repris les anciennes méthodes. Tout simplement. Les islamistes sont au pouvoir depuis 10 ans. Donc, s'il y a échec, les islamistes ils contribuent grandement, puisque c'est les seuls qui n'ont jamais quitté le pouvoir, en fait, depuis 10 ans. Mais ils ne veulent surtout pas de justice sociale, de nouvelle répartition des richesses, de remise en cause du système, de réforme fiscale, de révolution fiscale, tout ça, ils n'en veulent pas. Donc la résistance, elle vient de là. Donc ils ont mis la main dans la main avec les anciens du pouvoir, en fait, pour un statu quo. Bien, merci. Je suis sûre qu'on aurait encore beaucoup d'autres questions à te poser et on aurait du plaisir à t'entendre y répondre. Mais tu es invité à rester même cet après-midi quand on reprendra, si tu veux d'ailleurs contribuer davantage. Merci aux uns et aux autres. Je voudrais juste vous rappeler donc que la séance du début d'après-midi est annulée en raison de l'absence de Bosch-Trichy. Et donc, je vous donne rendez-vous à 4 heures. Vous avez tous le lien pour la séance qui sera animée par Kamal Jandoubi. Merci d'être là. À tout à l'heure, à 16 heures. Le nom de l'islamologue pour celui, ne coupez pas la séance. Non. La personne puisse Charfi. Alors, on ne coupe pas encore la séance. Voilà. Sur la question de la sécularisation dans la société. Abdelmajid Charfi. Il y a énormément d'auteurs tunisiens. Il y a un peu ce qu'on appelle l'école de Tunis par rapport à la question. Beaucoup d'islamologues qui ont travaillé sur tous les aspects. Je me ferai le plaisir de remettre une liste à l'IREMCO pour vous la faire parvenir.